matinée de réflexion, d'études. Je voudrais d'abord remercier Olivier Vignol de nous accueillir, directeur général d'Allianz Real Estate. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, et on revient en ce lieu avec toujours le même plaisir. Donc merci de votre accueil. Alors en venant ici, je réfléchis pas toujours d'ailleurs, mais je repensais au sketch de Pierre Dac, en me disant qu'il aurait pu inviter Guy Marty. Vous savez, Guy Marty, pouvez-vous nous prédire quel sera le prix du pétrole l'an prochain? Oui, il peut le faire. Je repense à ça parce que finalement, il y a un an, dans une circonstance un peu semblable à celle-ci, quand l'IEF réfléchissait à la prospective économique, c'est un des points sur lequel elle s'était distinguée, et Guy en tout premier lieu, avec un raisonnement économique qui n'était pas forcément très sophistiqué, mais qui était fondamentalement juste, et qui anticipait précisément la baisse des prix du pétrole. Alors pas le niveau, pas le montant, mais enfin la tendance était bien perçue. Dans cet exercice, d'ailleurs, la seule certitude que l'on a, c'est de savoir qu'on va se tromper. On peut se tromper sur le sens de l'évolution, on peut se tromper sur le niveau de l'évolution. Et pourtant, on s'obstine à essayer de prévoir, tout simplement pour une raison d'évidence, et c'est ce qu'on va faire ce matin, sinon on ne serait pas là. C'est la différence entre un investisseur et un joueur, c'est tout simplement qu'il travaille sur des anticipations rationnelles. Encore une fois, en sachant que ces anticipations n'offrent pas de certitude, et donc ensuite, derrière, il gère le risque. Et au fond, la fonction de l'IEIF, c'est d'aider les professionnels à gérer le risque. Elle le fait depuis 1986, je trouve, avec beaucoup de mérite, en apportant au marché et aux acteurs une information. Au fond, l'information, c'est la base fondamentale de l'activité économique. Et l'information n'est jamais donnée. Il faut la fabriquer, il faut la construire, il faut la traiter. On appelle les data, les données, c'est toujours une chose assez vulgaire, c'est une espèce de matière première qui ne sert à rien en elle-même si elle n'est pas traitée, travaillée, exploitée. Et l'IEF fait ce travail-là, et elle le fait avec vous. Je crois d'ailleurs que ce qui fait la qualité de l'IEF, c'est d'être reconnue comme un acteur indépendant, d'une association, elle est indépendante, comme un acteur neutre, et précisément parce qu'elle a été investie par tous les acteurs, je dirais, par tous les investisseurs. Les investisseurs ont investi l'IEIF, d'un certain point de vue, et c'est ça qui fait son succès, et c'est aussi le talent de ses acteurs et de sa direction, de qui, bien sûr, il faut le redire ici, mais je crois que vous êtes les adhérents, vous êtes les clients, vous êtes les donneurs d'ordre, vous êtes ceux qui aident à faire que la place dispose d'un outil d'information. Il y en a d'autres, hein, il y en a des représentants, d'ailleurs ici dans la salle qu'on salue, mais d'un outil d'information économique, d'analyse économique, au-delà de l'information, qui est un outil professionnel et qui est un outil indépendant. Professionnalisme et indépendance, ça me paraît être les deux grandes qualités de l'IEIF. Voilà, donc je veux le redire ici et saluer le travail de l'Institut. Pour conclure mon propos liminaire, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux, puisqu'il est encore temps de le faire. Vous souhaitez une très bonne année 2015. Voilà, je crois que c'est Olivier Vignol qui prend la parole. Écoutez, bonjour. Je vais juste vous dire qu'on est chez Allianz heureux à nouveau d'accueillir l'IEIF. Alors je profite aussi pour vous présenter mes meilleurs vœux. Alors c'est la dernière fois qu'on vous accueille ici, puisque l'année prochaine, le groupe Allianz aura déménagé dans son nouveau siège social à La Défense. Mais je disais à Guy qu'on serait heureux de vous accueillir là-bas. Alors, je profite, c'est comme la télévision, c'est interdit, mais je profite de ce propos liminaire pour faire un peu de pub pour Allianz, pour rappeler que c'est le deuxième assureur mondial, le premier assureur européen. C'est un acteur important dans le monde de l'assurance et de la finance, avec un total de bilan de plus de 600 milliards d'euros et avec des engagements immobiliers de plus de 30 milliards d'euros. On est un acteur, je crois, significatif, et c'est pour ça qu'on est heureux d'aider, de s'associer et de supporter les initiatives de l'IEIF. Alors, on vous avait accueilli en 2013, Guy. Alors, à l'époque, le titre était beaucoup plus marqué. Là, ce matin, c'est Matinée prospective. À l'époque, c'était 2013, l'année dangereuse entre rechute et guérison. Alors, je ne sais pas si, avec 2 ans de recul, on pourra dire si on est guéri ou si on a rechuté. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est très brièvement le point de vue d'un investisseur de long terme. C'est qu'avec des primes de risque qui sont les plus élevées historiquement parlant,
un investisseur comme Allianz ne voit pas forcément le marché immobilier comme attractif, mais il le voit avant tout comme extrêmement risqué. Et c'est pour ça que tous les éléments de prospective qui peuvent nous aider à gérer notre risque, ce sont des choses extrêmement importantes pour nous. Et on est donc ravis d'accueillir l'IEF pour cette matinée prospective. Puis deuxième commentaire, le titre de ton intervention, Guy, ce matin, c'est « Et si finalement l'économie était la veille d'un nouveau départ ?» Alors moi, je n'ai pas compris si c'était une question, un souhait, une incantation, mais je suis très intéressé par la réponse. Encore une fois, bienvenue chez Allianz et bonne matinée de travail. Bien, merci Olivier. L'occasion également pour moi de saluer la contribution de nos partenaires fidèles, Amundi Immobilier bien sûr, ainsi que Business Immo et la RIX, qui nous sont toujours fidèles. Je crois que je vais le mettre là. Bon, eh bien, merci, messieurs, de cette présentation, de cette ouverture très sympathique. Et donc, on attaque la partie difficile, c'est-à-dire que va-t-il se passer et comment l'économie va-t-elle nous traiter en 2015, voire en 2016. Alors, je regarde si... Oui. Donc, finalement... Le dernier titre trouvé, c'est 2015, le grand écart. Vous allez bientôt comprendre ce que signifie cette expression. D'abord, très rapidement, ce que nous avions dit en janvier 2014. Donc, je rappelle le résumé. Alors, ça, c'est pour ceux qui étaient là, c'était bien sûr le slide de l'époque, dans lequel on a entouré donc progrès technique et énergie pas chère, puisque ce sont les deux points essentiels sur lesquels on avait parlé en début 2014. L'essentiel de la conclusion, c'était un grand rendez-vous nous attend en 2015, entre d'un côté la productivité nouvelle des technologies et de l'autre la baisse des matières premières. Bon, je ne vais pas revenir sur le pourquoi, le comment. En tout cas, on avait beaucoup insisté sur les questions de productivité, de robotisation, etc. Et les grands avantages économiques, pour l'instant un peu souterrains, mais qui vont se concrétiser, mais qui sont aussi dangereux, notamment sur les questions d'emploi structurel, etc. Et puis, bien sûr, l'énergie pas chère, avec laquelle il va falloir s'habituer à vivre, ce qui est une autre question. Alors, on disait aussi, sauf accident, et sans oublier l'avertissement d'Aristote, donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois et qui ne m'ont pas encore entendu radoter, vous savez qu'Aristote disait que certains hommes sont plus mauvais que d'autres. Alors vous avez des noms, j'ai des noms, bon. Et il continuait, et d'autres sont encore plus mauvais. Et il terminait, et d'autres enfin sont des hommes politiques. Voilà. C'était il y a 2500 ans, je voudrais quand même le rappeler. Il y a un point totalement imprévisible en économie, c'est le comportement des hommes politiques, qui seront plus ou moins intelligents par rapport aux situations. Dernier point sur ce qu'on avait dit, ça c'était le slide pour ce qui concerne la France. On avait dit que structurellement, au niveau mondial, toutes les conditions commencent à être techniquement, on va dire, remplies pour qu'on entre dans les 30 glorieuses mondiales. Ça, c'est de la technique, c'est pas de la politique. Hein. Mais c'est sur les questions de... Enfin, on peut y revenir, mais c'est les questions de démographie, les questions de frontières ouvertes, les questions de progrès technique, les questions d'énergie pas chère, etc. Donc, c'est vraiment le contexte des 30 glorieuses. Pour la France, c'est à la fois positif et dangereux. En sachant que la France est en train de prendre une guerre de retard au niveau social. Et ça, il faut bien se rendre compte. C'est-à-dire qu'au moment où nous réfléchissons encore à faire les réformes que d'autres ont fait, c'est les réformes suivantes qui commencent à apparaître. Hein, puisqu'il va y avoir compétitivité au niveau de l'emploi qualifié, ça veut dire qu'il faudra s'habituer à vivre dans nos sociétés avec un certain nombre de personnes qui ne pourront pas, même compétentes, travailler. Et par contre, il va falloir trouver d'autres formes d'échange. Et surtout, il faudra attirer ceux qui sont très 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 bien payés, c'est-à-dire ceux qui créent de la richesse environnante. Ça, c'est le grand débat. Et puis, bon, ben voilà, un déclic de confiance peut toujours arriver. On ne l'a pas eu en 14. Est-ce qu'on l'aura en 15 ? Alors, on arrive là aujourd'hui.
Je voudrais commencer par une alerte. Vous avez tous entendu, ou tous souvenez tous de Houston, we have a problem. Alors en fait, le patron de la mission là, de sa petite cellule entre la Terre et la Lune, après avoir constaté la panne, il n'a pas dit, je vous signale, we have a problem. Il a dit, we've had a problem. On a eu un problème. Mais c'est cette phrase-là qui est passée à la postérité, donc je ne dirais pas. Voilà. En fait, on a un problème. Et je voudrais aujourd'hui essayer de mettre ce problème vraiment noir sur blanc. J'espère que mon président Laurent Bache ne m'en voudra pas après cet exercice, lui qui dirige une prestigieuse université d'économie, mais je voudrais faire un petit peu de critique de l'aide que nous apportent nos amis économistes. Imaginez quelqu'un qui avait, bon, mettons qui est né en 1950, qui avait, voilà, en 72, il avait 22 ans, et ses parents lui ont donné 70 000 francs. La valeur d'à peu près 70 000 € aujourd'hui, si on voulait compter en nominal, si vous voulez. Alors je précise, puisque nous sommes dans l'immobilier, que 70 000 francs, en 72, c'était le prix d'un studio à Paris, et qui vaut à peu près 200 000 € aujourd'hui. Donc, il aurait placé cela dans un studio à 10 000 € en 72, il aurait un studio à 200 000 € aujourd'hui, et il aurait entre-temps touché les loyers. Alors, de 72 à aujourd'hui, il y a plus de 40 ans. Si on fait un calcul théorique et qu'on réinvestissait ces loyers dans le prix d'un studio, on arriverait quelque part, une fois tous les travaux payés, entre 700 000 et 1 million d'euros. Voilà l'efficacité du placement. Bon. Mais ce jeune homme, en 72, n'avait aucune culture financière. Il n'écoutait pas, il ne lisait pas les gens qu'il fallait lire, il ne lisait pas les journaux qu'il fallait lire, et tout bêtement, en 72, il achetait de l'or. Alors, je précise qu'à l'époque, si vous reprenez la presse économique de l'époque, si vous prenez les économistes de l'époque, l'or était devenu un placement stérile qui n'avait plus aucun avenir. La preuve en est qu'en 1973, un certain ministre des Finances, devenu plus tard président de la République, avait émis un emprunt indexé sur l'or. Bon. Donc, ce jeune homme achète pour 10 000 €, 70 000 francs de l'époque, d'or, et il s'en occupe pas. Il s'en occupe pas, et puis 82, il se réveille, il se dit, tiens, au fait, j'avais de l'or quelque part, qu'est-ce que c'est devenu? Voilà. Il a multiplié sa mise par 8. Je précise qu'il fallait vraiment penser à n'importe quoi à l'époque pour acheter de l'or. Mais voilà, c'est un garçon pas très futé. Il n'a pas vraiment compris que les nationalisations des plus beaux fleurons de la bourse, etc. Il s'est dit, qu'est-ce que j'en fais maintenant, hein, il a une trentaine d'années. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Bon, il ne fait pas très attention. Il a juste lu un article comme quoi, en fait, c'est les entreprises qui créent de la richesse. Et donc, il achète des actions. Alors, je précise qu'en 82, si vous prenez la presse économique de l'époque, si vous prenez les économistes de l'époque, la bourse, elle est foutue. Hein, il faut bien préciser que la seule chose qu'il ne fallait pas faire au début des années 80, c'était investir en bourse. Alors, j'en ai la preuve à titre personnel, puisque en 1980, j'ai sorti un livre qui n'était pas trop mauvais, enfin, je pense. En tout cas, il était préfacé par Jean Forestier. En tout cas, l'INSEE s'en est servi pour refaire l'un de ses indices. En tout cas, il y avait dedans... Enfin, c'était l'un des tout premiers livres qui a bâti un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion de patrimoine. Moralité, j'ai eu une excellente émission chez Effet de Bouvard, une autre juste avant Casimir, c'était des gens de l'époque. Hein. J'ai fait un tabac dans Marie-France, dans Marie-Claire, dans Parents Magazine, dans Paris Match. Voilà, j'ai eu 4 pages dans Paris Match. Rien dans la presse économique. Quel était mon crime? J'avais dit, la bourse, elle doit monter. Voilà. Juste pour dire que cette dictature de l'ambiance immédiate est très importante. Très, très importante. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un moment donné. Hein? En 82, donc, notre naïf achète des actions.
Et puis, en 99, il lit quelque chose sur la retraite, et il faudra peut-être que je m'en occupe. Où est-ce que j'en suis? Alors voilà. En 89, bon, il a multiplié sa mise par 25 depuis le 82 de l'or. Et là, il s'est dit, mais waouh! Alors, il ne réalise même pas qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il se dit, waouh, après tout, l'or m'a bien servi, je recommence en or. Je précise qu'en 99, nous étions à la belle époque de la nouvelle économie, de la technologie, etc. La bourse est encore montée 2 ans, mais lui, tout bêtement, il achète de l'or. Et vous vous souvenez de ce qu'on disait de l'or à l'époque. Et le voici. On est en 2009. Et là, pour la première fois de sa vie, il va prendre une décision. Parce que là, il commence à approcher de l'âge de la retraite. N'oubliez pas que maintenant, il a 59 ans, pardon. Il approche de l'âge de la retraite. Et pour la première fois, il prend une décision. La bourse a baissé de 50%. Il en a marre d'entendre toujours des bruits de fin de monde. Il achète la bourse. Et il vient de prendre sa retraite, là, à la fin de l'année dernière, avec 7 500 000 €. Pourquoi je dis « Houston, we have a problem ». Parce que, à chaque instant, si ça avait été une personne âgée qui avait pris cette décision, les enfants ou les petits-enfants étaient en droit de le faire mettre sous tutelle et le juge aurait accepté. C'est important. Alors, pour l'anecdote, c'est cette histoire que j'avais faite depuis 1914 qui m'avait valu la préface de Jean Fouratier. Il m'a dit « Ah, là j'ai appris quelque chose, je vous fais votre préface, jeune homme », dans ce livre maintenant très ancien. Voilà. Donc tout ça pour dire que vraiment nous avons un problème. Parce que, en tant qu'acteur, devant investir, ne pas investir, prendre des décisions, on n'est pas tellement aidé. Alors, j'aurais de la charité, je ne vais pas citer des vivants. Hein, vous vous souvenez de la phrase de la reine d'Angleterre, Why did nobody notice it? On lui a demandé d'inaugurer un nouveau bâtiment à la London School of Economics. On était en fin 2008 et elle posait la question. Mais enfin, pourquoi personne ne m'a rien dit? Ne nous a rien dit. Hein, alors, tous ces gens de 2008, je ne vais pas en parler. Mais je voudrais rappeler quand même qu'on a un problème. On va revenir après un peu plus sur le pourquoi et à quoi ça nous sert de regarder ça en face. Hein, parce que je ne dis pas ça juste pour m'amuser, juste pour dire du mal de mes amis économistes, mais juste pour dire on a un problème, il faut l'identifier. Et on sait très bien que si on commence à regarder le track record de nos amis grands ou petits économistes, c'est assez effrayant. Vous avez tous entendu parler d'Irving Fisher. Irving Fisher, c'est la théorie quantitative de la monnaie. C'est un homme qui avait compris que le prix d'une action, c'est la somme de ses flux actualisés. Ce sont des notions très, très importantes. Bon, ben, Irving Fisher a eu la chance d'épouser une femme immensément riche et il a tué la fortune, non seulement qui était devenue la sienne, mais aussi de sa belle famille. Bon. Et c'est un très, très grand économiste, bien sûr, dont les travaux nous sont encore extrêmement utiles aujourd'hui. Hein, j'aurais rappelé qu'on a tous été nourris au biberon Samuelson. Vous savez, le grand Samuelson, le classique pendant disons, 30-40 ans, hein, de l'enseignement économique. Je vous signale que quand il a écrit sa première édition en 1948, Samuelson annonçait que l'économie soviétique surpasserait de loin l'économie américaine, en gros à partir des années 80-90. Bon, nouvelle édition en 1974, eh bien, non, l'économie soviétique avait pris un peu de retard, mais elle allait complètement surpasser l'économie, être beaucoup plus prospère que l'économie américaine à partir des années 2000. Et dans sa dernière édition, qui date quand même de 1989, il confirme. Hein? Donc, autrement dit, on a un problème. C'est que, en fait, si on regarde un petit peu l'histoire des commentaires, à chaque instant, on vit dans une ambiance où il y a plein de commentaires, plein d'analyses extrêmement intelligentes, extrêmement attrayantes. Et en fait, ça
c'est un mauvais conseiller. C'est un peu ça qu'il faut dire. L'histoire du placement que j'ai faite, et encore, dans l'histoire que j'ai tracée, il y avait une décision tous les 10 ans. Hein, c'est vraiment peu de choses. Donc, nous avons un problème, et d'où vient-il? Eh bien, il vient de ceci. C'est que d'abord, les réalités économiques ne sont pas dans les manuels. La réalité est sortie des manuels. Hein, je vais prendre un seul exemple. Au b.a.-ba, au début de la science économique, on apprend la théorie des rendements décroissants. Eh bien, expliquez-moi que si Apple ou Google vendent un logiciel de plus, ils gagnent moins d'argent. Ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un type de société, alors là je caricature à l'extrême, je vais très très vite, mais on est rentré dans un type de société où il se passe plein de choses qui n'ont pas encore été intégrées dans les théories. À la limite, et c'est normal, l'analyse économique est en retard sur une réalité qui bouge tellement vite. Hein, un monde dans lequel les banques centrales ont pris le pouvoir. Ça, c'est pas dans les manuels. C'est pas prévu dans la théorie. Le fait que la Fed ait décidé d'avoir un critère de chômage, d'intervenir sur le marché du logement, le fait que la Banque du Japon ait décidé d'intervenir sur l'inflation, ça, c'était pas prévu par les manuels. Hein? Et on a plein de premières fois dans l'histoire. Imaginez que le stock d'épargne d'aujourd'hui, alors que dans les manuels d'économie, bien sûr, l'épargne, c'est un flux. Hein, c'est revenu moins consommation. Or, c'est devenu un stock qui, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, est devenu aussi importante que le PIB. Ça, c'est pas dans les manuels. Etc., etc., etc. Donc, il faut bien savoir que le monde bouge très vite, ça nous le savons. Mais l'une des conséquences, c'est que les théories sont évidemment en retard sur la pratique. Ce n'est pas une critique, mais sachons-le. Et deuxièmement, l'ambiance mainstream. Autrement dit, cette ambiance qui parle tout le temps, si vous voulez, en fait, elle a une dominante. Et cette dominante, à un instant donné, elle empêche de voir tout le reste. Donc c'est très focalisé. Hein, je ne fais que décrire ce que vous connaissez bien. C'est très focalisé. Il y a toujours un ou deux points. C'est vrai qu'il y a un an, je vais vous montrer tout à l'heure un graphique qui montrera que ce n'était pas difficile de dire que le prix du pétrole allait baisser. Mais on ne pouvait pas le dire. Ce n'était pas le sujet. Vous voyez, dans l'ambiance mainstream, il y a des choses qui sont le sujet. Et tout de suite. Et à l'instant donné. Donc c'est très focalisé, très réducteur, et en même temps très dominant. Il y a des choses dont on parle et des choses dont on ne parle pas. Et cette ambiance mainstream, eh bien, c'est évidemment le plus mauvais des conseillers. Dans le graphique que j'ai fait tout à l'heure, on a démarré avec l'or. Alors évidemment, vu depuis aujourd'hui, il est horizontal. Mais en fait, vous vous souvenez, multiplié par 8. Il y avait un homme qui avait écrit quelque chose, c'est un certain Maurice Allais, qui a eu après le prix Nobel d'économie. C'est notre premier Français, je crois, à avoir un prix Nobel d'économie. En 1970, Maurice Allais avait écrit « Le problème n'est plus de savoir si l'or montera ou ne montera pas, mais s'il montera dans l'ordre ou dans le désordre. » Mais personne ne l'a entendu. Simplement, d'abord pour beaucoup, ce n'était pas un économiste, mais si vous voulez, il n'était pas ce qu'on appellerait aujourd'hui le mainstream. Voilà ce que je veux dire. Hein? Alors, donc, nous avons ce problème, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas formaté pour que l'information soit directement utile aux acteurs. C'est juste l'illusion que je voulais dissiper. Hein? Alors, l'une des conséquences, eh bien, c'est le poids des émotions. Aujourd'hui, il y a depuis, on va dire, une bonne année, une année et demie, il y a une sorte de politesse du pessimisme. Celui qui va commencer à dire « Ah, il y a des bonnes nouvelles », eh ben, c'est presque, c'est pas des bonnes mœurs, quoi. Hein. C'est comme se mettre les doigts dans le nez. Regardez ce qui vient de se passer. Depuis combien de temps hurle-t-on sur le fait que l'euro est trop élevé? Bon, l'euro a baissé d'un seul coup. Vous avez entendu des mouvements d'allégresse? Non. Et en plus,
rebelote, le pétrole tuait l'économie à plus de 100 $. Il baisse. Vous avez entendu des chants d'allégresse, là? Les mêmes qui pleuraient contre l'euro, contre le pétrole? C'est étonnant quand même. Autrement dit, il y a un biais. Alors, ce biais peut être, à certains moments, trop positif. Rappelons-nous de la bulle Internet, ou à d'autres trop négatif. Il faut juste savoir qu'il y a un biais. Et je vous propose simplement de le regarder, c'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en bourse, on sait très bien que quand la bourse monte, on arrive à l'euphorie. Et c'est évidemment au moment où tout le monde est euphorique, où les derniers arrivent pour acheter, que la bourse commence à descendre. Et au début, on dit « Ah, ça va être le moment d'acheter, regardez, ça a baissé, c'est bien ». Et puis ça continue à baisser, donc là les gens commencent à désespérer un peu. Et puis ça baisse encore. Et là on dit « Vous allez voir, c'est le moment où vous voulez racheter ». Et puis on capitule. Hein? Puis après la capitulation et la dépression, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans le cycle économique, on en est à la dépression. C'est-à-dire que même les bonnes nouvelles ne nous font plus rien. Je considère, on va voir les risques tout à l'heure, mais je considère que la baisse de l'euro et la baisse du pétrole sont des très bonnes nouvelles dont nous nous serions extraordinairement réjouis il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, on est tellement plombé par un pessimisme d'ambiance que finalement, on dit ouais, ah bah si le pétrole baisse, c'est parce qu'il y a moins de demande. Quand même intéressant. Hein? Voilà. Donc, je voulais dire, attention, vigilance, esprit de critique et de vigilance par rapport à l'ambiance d'information, ambiance d'analyse dans laquelle nous vivons. Alors maintenant, c'est bien beau de nettoyer ça, mais que dire? Alors, je me suis inspiré de Churchill, parce que je pense qu'on vit une époque extraordinaire, et que donc déjà, nos chroniqueurs sont bien ordinaires, et que peut-être qu'un certain nombre d'acteurs sont peut-être ordinaires, et c'était toute la profondeur de la phrase de Churchill. Il a quand même réussi à gagner la bataille d'Angleterre. Alors, on y va. Donc, on va d'abord regarder les facteurs positifs pour les médias. Et ensuite, on regardera, évidemment, les risques ou les facteurs négatifs. Les facteurs positifs pour les médias, d'abord, la baisse du pétrole et des matières premières. Alors, un graphique. Vous ne me direz pas que ce graphique-là, personne ne l'avait. L'histoire des prix du pétrole. On a eu un premier choc pétrolier en 1974, un deuxième en 1980, et en 2007, on a eu un troisième choc pétrolier. Nous étions dans un choc pétrolier. Ça, c'est une analyse que l'équipe de l'IEF tient depuis maintenant 2 ans. Nous sommes dans un choc pétrolier. Il faut attendre la fin du choc pétrolier pour qu'il y ait effectivement reprise. Alors, on peut le regarder de notre façon et dire, en 2007, il y a eu un choc pétrolier, personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu endettement, il y a eu la sphère financière qui a amorti, et bien entendu, c'est après qu'il y a eu des accidents comme les subprimes, etc. Toujours est-il que, tant qu'il y a un pétrole à 100 $, l'économie ne peut pas repartir. Là, ça y est, on arrive à la fin du choc pétrolier. Donc, je crois que c'est important simplement de se rendre compte de ça. C'est un facteur extraordinairement important. Alors, effectivement, quelques économistes nous ont dit « nous sommes dans un choc pétrolier ». Mais encore une fois, ce ne sont pas le mainstream, c'est-à-dire ceux qu'on entend dans les meilleures émissions de télévision. Alors, en France, ça signifie quoi? Réduction des coûts de l'importation, ça représente quand même 1 point de PIB. Hein? En gros, la facture du pétrole était de 60 milliards d'euros en 2014, elle a passé à 40 milliards. Hein, parce qu'il n'y a pas toute la baisse du pétrole qui se fait dans nos économies. Néanmoins, ça fait 1 point 20 milliards, 1 point de PIB. C'est énorme. C'est considérable. Ensuite, ça joue sur 2 choses. Ça joue sur la marge des entreprises. Et on sait que les marges des entreprises sont arrivées au plus bas. Je ne vais pas vous montrer les graphiques de l'an dernier. Les marges de l'entreprise, l'an dernier, je l'avais pris à l'envers en disant, voilà, elles sont tellement basses qu'il ne peut plus rien nous arriver d'autre maintenant qu'elles remontent. Ben voilà, il y a l'occasion pour qu'elles remontent. Et puis, bien entendu, le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça,
qu'on ne me dise pas que la baisse du pétrole et des matières premières, vous savez que l'extraction de matières premières consomme énormément de pétrole, donc les deux baissent ensemble, qu'on ne me dise pas que ça, c'est pas une très très bonne nouvelle conjoncturelle. Hein. De même, la baisse de l'euro. Bon, c'est clair que ça aide la compétitivité des entreprises. Hein. On l'a tellement dit quand on était de bonne humeur que ce serait génial si l'euro pouvait enfin baisser. Hein. Essayons de l'entendre un petit peu maintenant. Et puis, comme la baisse du prix du pétrole a tendance à être un peu déflationniste et que nos grands sachants nous disent qu'il ne faut pas trop de déflation, au moins, la baisse de l'euro nous ramène un peu d'inflation par l'importation, ça équilibre. Troisième facteur, très positif, conjoncturellement, hein, je dis bien dans l'immédiat, c'est les taux d'intérêt faibles. Pourquoi ? Parce que d'abord, la BCE a fait les choses dans l'ordre. En novembre dernier, elle a vérifié la santé des banques. Et maintenant, elle inonde le marché de monnaie qui, normalement, si les banques le veulent, permettront aux banques de prêter. Donc les conditions sont remplies pour une reprise du crédit bancaire qui était l'une des grandes pannes. Hein. Si on est dans un moteur à deux temps entre le crédit bancaire et l'investissement des entreprises, les deux côtés étaient en panne. Or là, je ne dis pas que ça repart, je dis les conditions sont remplies pour que le crédit bancaire puisse repartir. De même, il peut y avoir reprise d'investissement. Je ne vais pas revenir non plus sur des graphiques qu'on a déjà vus. Les entreprises ont énormément reconstitué leurs fonds propres depuis le début de la crise, c'est-à-dire qu'elles ont des fonds propres, elles n'avaient pas de projet ou pas d'intention d'investir, donc ça c'était malsain, mais il y a les conditions en fonds propres pour la reprise de l'investissement. Donc, avec les taux d'intérêt faibles, c'est génial, s'il y a des clics bien entendu. Hein, mais en tout cas, il y a les conditions pour, c'est quand même le point important. Donc, on résume. Les facteurs positifs pour les médias, ce sont la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, les taux d'intérêt faibles. Ça, normalement, ça voudrait dire reprise forte de la croissance. Bon, par courtoisie, j'ai mis un point d'interrogation. Par contre, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes dans un monde où les ajustements ne sont pas du tout en douceur. Alors, voyons maintenant les risques. Hein, parce que si vous voulez, s'il n'y avait que ce que nous avons vu, dans un monde un petit peu mécanique et idéal, nous aurions une reprise de la croissance et une reprise normalement assez forte. Mais, alors maintenant, regardons les mais. D'abord, la baisse du prix du pétrole, et c'est à mon sens l'un des risques majeurs que nous courons aujourd'hui, c'est que dans les 6 mois, il y ait un accident de type bancaire. Pourquoi ? Parce que avec toute cette fébrilité, disons, de l'investissement en production de pétrole aux États-Unis depuis maintenant quelques années, mais qui s'est beaucoup accéléré en 2014, bien sûr, un certain nombre de banques ont spéculé sur les valeurs pétrolières, sur le prix du pétrole, etc. Un nombre de hedge funds ont spéculé et on risque, avec ce retournement brutal, et qui est arrivé finalement un peu plus tôt qu'il ne devait mécaniquement se produire, si vous voulez, avec ce retournement brutal, on pourrait avoir un accident dans la sphère financière. Je le dis, hein. Je sais que ce n'est pas là-dessus que qui que ce soit a l'attention aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas loin. Vous savez que quand la Banque nationale suisse a décroché de l'euro, il y a quand même eu quelques petits accidents de part et d'autre. Alors ça va, c'était encore à petite échelle. Sur le pétrole, on ne sait jamais. Ensuite, il y a un autre risque pour les pays exportateurs de pétrole ou de matières premières. C'est vrai que les pays qui exportent, on sait tous que le Venezuela, c'est terrible pour lui. L'Iran, j'en suis moins sûr. Mais en tout cas, pour les pays vraiment exportateurs de pétrole, ça peut faire des secousses avec des conséquences internes extrêmement importantes. L'autre risque, la baisse de l'euro, ben voilà, ça correspond à la hausse du dollar. Il y a des pays qui sont très endettés en dollars, pays émergents. Alors si vous prenez un pays, 1, exportateur du pétrole, 2, endetté en dollars,
on s'est promis avec Pierre là, de faire une petite carte des pays et puis de voir un peu et de cibler précisément ces pays-là, il risque de se passer quelque chose. Alors après, ça se passe bien, ça se passe pas bien, c'est bien amorti, pas bien amorti, etc. Et enfin, les taux d'intérêt faibles, c'est un très bon facteur à court terme. Il faut voir un peu ce que ça fait à long terme. Donc là, je vous propose d'approfondir le sujet. Le fameux QE. Alors c'était surtout pour ça que j'avais pensé à Ordinary People, Extraordinary Times. C'est-à-dire que j'espère que nos grands patrons des banques centrales sont des gens au-dessus du commun des mortels, parce que la situation est vraiment, vraiment, vraiment pas facile pour eux. Alors, déjà, il faut savoir, est-ce qu'on fait comme les États-Unis ou est-ce qu'on fait comme le Japon? Il faut savoir que le Japon est dans la politique monétaire laxiste depuis maintenant une quinzaine d'années, et c'est une catastrophe. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'inflation. Alors c'est une catastrophe totale pour l'immobilier, bien sûr, puisque pas de croissance et de la déflation, l'immobilier est exactement l'endroit où il ne faut pas être, etc. etc., etc. Bon. Ou bien les États-Unis, qui ont l'air de s'en sortir. Je dis qui ont l'air parce qu'on n'est pas complètement au bout du processus. Hein. On voit bien qu'une certaine reprise a vraiment amorcé. On voit bien que le déficit budgétaire américain est en train de se réduire considérablement. Donc on voit qu'il y a des signes positifs, mais on n'est pas encore tout à fait à la fin du processus pour faire le bilan complet. En tout cas, la grande différence, il semble que ça réussisse, en 5 ans finalement, 2009-2014, la grande différence entre les deux, c'est que les États-Unis ont été très vite, très tôt, et ils l'ont fait à très grande échelle. En plus, ils l'ont fait au niveau fédéral, hein, par rapport à nous. C'est pas la Floride qui s'en est sortie, et puis la Californie, et puis le Texas, et puis la Virginie. C'est l'État fédéral qui a tout emmené ensemble. Hein. Et puis, les Américains ont accepté des déficits publics très très élevés. Hein, ils ont fait un petit plafond à 10% quand même du PIB. À l'inverse, le Japon, si on veut le définir, c'est toujours trop peu et trop tard. Et donc, cette politique monétaire leur a coûté beaucoup plus cher qu'elle ne l'a apporté. Simplement, quand ils ont baissé les taux, c'était après que la croissance ait baissé, et non pas avant. Et puis, ils ont été timides. Alors, depuis 2013, là, ils essayent de corriger le tir et d'aller beaucoup plus fort, et on voit bien qu'ils y ont du mal. La grande question pour l'Europe, est-ce qu'on a un destin de type Japon ou est-ce qu'on a un destin de type États-Unis ? Donc, espérons, puisqu'il s'agit de la même politique monétaire, hein, espérons que Mario Draghi ou ses successeurs s'inspireront plus de l'exemple américain que de l'exemple japonais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est 1100 milliards d'euros, et après, c'est-à-dire, si c'est juste pour faire ça, puisque c'est la première fois qu'il y a vraiment de la masse monétaire qui entre dans l'économie par les emprunts d'État, si vous voulez. Hein. Avant, c'était juste du sauvetage de banque. Donc là, on en est en fait au premier QE américain, alors qu'ils en ont fait 4. Hein. Espérons qu'on laissera faire ce que voudra faire, espérons-le aussi, un patron de banque centrale, d'aller très fort et très vite, et de façon à plusieurs tirs successifs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans une guerre des monnaies, et que la fin du QE américain, avec la hausse des taux, la remontée du dollar, etc., va évidemment perturber très fort les pays émergents. Donc là, on a d'autres risques. Et il va falloir que l'Europe gère. Autrement dit, l'Europe va devoir gérer de faire son QE, qui est quand même une opération pas évidente, mais après les Américains, donc pendant que les Américains ne sont pas dans la même phase. Espérons qu'on aura des gens exceptionnels pour mener tout ça. Et puis, j'aurais quand même rappelé quelque chose sur lequel on insiste trop peu, c'est que les taux faibles sont dramatiques pour les pauvres, pour dire les choses un petit peu brutalement. C'est-à-dire que les taux faibles entraînent un transfert depuis, on va dire, les épargnants pauvres vers les gens dynamiques riches, qui est monstrueux. Hein. Imaginez, par exemple, les 1400 milliards de l'assurance vie en France. Imaginez 2 points de plus ou de moins de rendement
ben, c'est 300 milliards. Et en fait, ce transfert d'épargne qui introduit des faux prix dans l'économie a énormément d'effets pervers. Et comme toujours, ce sont les plus faibles qui payent. Et si on parle d'inégalité, puisque certains ouvrages à la mode là-dessus, sont à la mode là-dessus, il me semble que les taux faibles sont l'un des aspects les plus meurtriers par rapport à ce sujet. Parce qu'ils introduisent des faux prix dans l'économie et ils bloquent le système. Donc, on a des effets pervers à long terme et on a des questions à moyen terme sur cette guerre des monnaies. Il faut bien dire que jusqu'à présent, à l'échelle des banques centrales, nous avons eu finalement d'excellents pilotes. Ils n'ont pas résolu les problèmes sur le fond. Personne ne sait finalement si le QE américain a fait la croissance ou est juste appliqué, vous savez, la maxime de Voltaire, là, ce à quoi sert le médecin, c'est de distraire le malade pendant que la nature le guérit. Hein, c'est peut-être ça qu'a fait le QE américain. C'est-à-dire de faire patienter et de faire tenir les choses et les gens le temps que la machine reparte. Peut-être. On ne sait pas. Hein, peut-être que le QE, donc cette politique monétaire laxiste, si vous voulez, profite beaucoup plus à la hausse des actifs qu'à la reprise économique. Néanmoins, même si ces messieurs n'ont pas résolu les problèmes sur le fond, on voit bien qu'ils ont été d'excellents garde-fous et ont su éviter les accidents de façon assez remarquable. Donc, où en sommes-nous? Et voilà un petit peu le pronostic 2015. Donc déjà, s'il n'y avait que des effets mécaniques, hein, j'oublie la qualité ou le côté brillant ou pas brillant des gens qui nous dirigent. À long terme, le contexte est très, 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 très favorable. C'est un contexte, les conditions sont remplies pour que nous ayons les 30 glorieuses mondiales. Bon, ça c'est le long terme, c'est la structure, et il faut, à mon sens, arrêter de ne pas vouloir voir cela, avec tous les risques d'ailleurs que ça comporte, puisque les 30 glorieuses, elles ont été dramatiques pour les agriculteurs, par exemple. Hein, il y a des secousses, mais il y a un contexte de prospérité croissante. À court terme, le triplé pétrole, euro, taux d'intérêt est extrêmement favorable. Donc, s'il n'y avait que les effets mécaniques, la croissance en France devrait être bien supérieure à ce qu'on envisage aujourd'hui. Autrement dit, personne n'ose parler de plus de 1%. Moi, je dis, nous pouvons atterrir vers du 2, 2,5% sans difficulté s'il n'y avait que les effets mécaniques. Alors après, ce qu'il y a, ce sont nos risques d'ajustement. Et on l'a vu, les risques d'ajustement, ce qui nous pend au nez, et il faut reconnaître qu'on a été un peu gâtés depuis le début de l'année, hein, entre les événements Charlie, puis la Banque nationale suisse, puis maintenant la Grèce, on voit bien qu'on n'est pas à l'abri de risques d'accident. Ce que je crois simplement, c'est que les conditions sont exceptionnellement bien remplies au niveau technique. Il ne manque plus qu'un petit déclic. S'il y avait cette fameuse confiance, je crois que l'économie française serait bien partie. Alors ce déclic viendra-t-il à partir des effets du QE? Viendra-t-il à partir d'un effet politique? Viendra-t-il à partir de bonnes nouvelles qui viendraient d'ici ou là? Je ne sais pas. Mais je pense que les conditions sont très, très, très positives aujourd'hui. Bon, les conditions, ça n'est pas suffisant, mais c'est déjà nécessaire. Je vous remercie.